Vous avez la parole. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, alors vous trouverez dans mon intervention au nom de notre groupe un écho solidaire du propos et de l'alerte de nos collègues écologistes, à n'en point douter. Il y a 40 ans, plus de 100 000 personnes se regroupaient à Paris pour accueillir la marche pour l'égalité et contre le racisme partie de Marseille. Le 1er mai 2002, plus de 300 manifestations avaient rassemblé 1,5 million environ de citoyennes et citoyens en réaction à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles. Ces derniers mois, plus un jour ne se passe sans qu'ouvrir ou allumer un média ne nous apprenne de nouveaux faits de violence ou de haine à connotation raciste, antisémite, xénophobe. Après des années à avoir assisté au clivage extrême d'autres pays occidentaux, c'est comme si une partie de plus en plus grande de notre société avait accepté, voire opté pour cette même voie, oubliant qu'elle s'élevait contre celle-ci il y a 20 ans. Nous allons de manifestations d'ultra-droite, complaisamment manipulées par l'extrême droite, voire ce qui est plus grave par une partie de la droite, au discours de classiques politiques dont on ne sait plus très bien s'ils sont dominés par l'opportunisme, la facilité de la phrase courte, binaire et clivante, ou l'irresponsabilité, ce que le philosophe Marc Crépon nomme la brutalisation du débat public. Tout converge au climat délétère dans lequel nous nous retrouvons et où, de coups médiatiques en coups politiques, notre société semble accepter de s'enfoncer. La surexposition du discours radical, largement évoqué ce soir, crée des caisses de résonance à l'abject et au nauséabond qui n'ont manifestement pas de limite, décomplexent certains et au final divisent sans aucun doute dangereusement notre société. Parmi les sujets qui nourrissent la haine, la présence de personnes exilées dans notre pays subit une offensive inédite par son ampleur et sa violence et voit se multiplier amalgames, stéréotypes et représentations erronées, nourrissant, je le dis à nouveau, racisme et xénophobie. De manière institutionnalisée, cette offensive se traduit par un concours d'idées pour durcir toujours plus le projet de loi Asile et Immigration, allant notamment jusqu'à une tentative de remise en cause de principes fondamentaux de santé publique avec la suppression de l'aide médicale d'État. Alors qu'il est envisagé par le gouvernement de développer des cours d'empathie pour endiguer l'individualisme et le fractionnement galopant de notre société, où sont passés l'empathie et le vivre ensemble dans les mesures proposées pour cette loi à l'issue de cette séquence au Sénat? Comment peut-on débattre et légiférer sur le sort de dizaines de milliers de personnes sans à aucun moment prendre en compte les parcours individuels que nous racontent très largement les exilés concernés? Pour cela, faudrait-il encore évidemment prendre le temps de les rencontrer, de les écouter et de retrouver un sentiment d'empathie. Rappelons que si elle est votée, cette loi sera le 117e texte adopté sur le sujet depuis 1945. Il y a fort à parier que, pas davantage que les 116 autres fois, cette loi ne pourra endiguer la détresse des familles et des personnes qui, pour des raisons économiques ou politiques, rappelons-le, n'ont d'autre choix forcé que de quitter leur pays et leurs racines, souvent en mettant leur vie en danger et au prix d'une exposition traumatique répétée. Alors que de manière obsessionnelle, il est question de rendre l'immigration moins attractive, avons-nous jamais fait la démonstration depuis des décennies que l'accueil des exilés, dans le désordre, la précarité et la stigmatisation, était un frein à de nouvelles arrivées? Non, probablement absolument pas. Les condamnés au campement de fortune, ici ou là dans toute la France, à la merci d'une exploitation honteuse par du travail au noir et une vie scandée par une humiliation perpétuelle dans le quotidien et les démarches, ils le disent toutes et tous, a-t-il fait fuir ces personnes? Pas plus. Ici et aujourd'hui à Rennes, une centaine d'exilés, dont 11 familles avec 23 enfants, subsistent dans un lieu que nous avons décidé d'ouvrir face à l'arrivée de la tempête Ciarán, tempête qui ne semblait pas être un sujet de mise à l'abri inconditionnel pour notre préfecture. Ces personnes sont désormais dans une halle de tennis dont la température est à l'avenant des conditions de la météo actuelle. Et samedi matin, par exemple, il y faisait littéralement 1 degré. Il y a un an, nous avions salué l'action exemplaire des services de l'État pour qu'aucun enfant ne se retrouve à la rue pendant l'hiver, suite à la promesse d'Olivier Klein, alors ministre du Logement. Nous sollicitons cette année avec force la reconduction de cette action, alors qu'un tel objectif a été réaffirmé par l'actuel ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, il y a exactement 2 semaines. Et ça n'est pas le cas à ce jour. Rappelons une nouvelle fois que la ville prend ses responsabilités en dehors de ses compétences par devoir d'humanité et empathie.
Rien ne ressemble plus à un enfant en situation irrégulière qu'un enfant en situation régulière, comme vous le rappelez constamment, Madame la maire. Et sous votre impulsion, nous avons progressivement créé 950 places pour familles avec enfants mineurs. Évoquant l'action de la ville, je n'oublie bien entendu pas celle des citoyennes et citoyens, des associations, des collectifs mobilisés avec tous les bénévoles qui les composent et qui font l'honneur de notre ville. Cet exemple illustre la capacité de notre ville et de ses habitants à se mobiliser au-delà de leurs intérêts particuliers pour la solidarité et par humanité, avec constance. Adoption d'une première charte Rennes-Ville accessible en 89, soutien à l'organisation d'une des premières marches des fiertés en province en 94, création d'une mission des droits des femmes en 95, création d'une mission lutte contre les discriminations en 2008, adoption d'un plan d'action contre les discriminations pour la ville et la métropole en 2017. Plus récemment, organisation d'états généraux de l'égalité en 2022, aménagement de 9 cours d'école en faveur d'espaces non genrés pour que tous les enfants puissent se les approprier de manière égalitaire progressivement sur l'ensemble du mandat. Autant d'actions qui démontrent que notre ville est de longue date aux avant-postes de la lutte contre toutes les formes de discrimination, parce qu'elles génèrent souffrance, relégation sociale et mettent en péril le vivre ensemble. Nous avons souhaité collectivement que Rennes soit un territoire vigilant et actif contre les injustices quotidiennes qui minent l'estime de soi et le pouvoir d'agir de nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est pourquoi nous travaillons collectivement à continuer à faire de Rennes une ville qui renforce les droits, du droit à un logement digne, au droit à l'éducation, à l'emploi et à des services de proximité, un droit à la légitimité de sa place et de sa capacité d'agir. Nos rencontres avec les Rennaises et les Rennais pour la présentation du bilan de mi-mandat de la majorité municipale nous ont confirmé que ces attentes étaient toujours vivantes et plus que jamais d'actualité. Faire vivre cette exigence démocratique est un rempart contre l'autoritarisme des extrêmes que j'évoquais au début de mon propos. Plus que du bruit et de la fureur, plus que des vociférations haineuses, notre ville, comme l'ensemble de notre société, a avant tout besoin de se comprendre, de s'accepter pour vivre ensemble. À nos yeux, cela ne peut passer que par le maintien de la mixité sociale, le droit à l'hébergement inconditionnel, l'accès à un logement digne et abordable et par l'égalité, quelles que soient nos origines, genre ou orientation sexuelle. Je vous remercie.